Comment expliquer le développement des échanges intra-branches qui rompt avec les analyses traditionnelles de l'échange? De nouvelles analyses d'échanges internationaux vont apparaître qui critiquent les analyses traditionnelles. Comparons ces deux types de théories, les théories traditionnelles des échanges internationaux et les théories contemporaines des échanges internationaux. Les auteurs représentatifs sont bien sûr différents. Pour les théories traditionnelles, il y a Adam Smith et la théorie des avantages absolus, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo et la théorie des dotations factorielles d'Escher, Olin, Samuelson. Pour les théories contemporaines, il y a la demande représentative de Linder, la demande de différence de Lassuterie du Chêne et le cycle de vie du produit de Vernon. Première différence, les déterminants de la spécialisation. Pour les théories traditionnelles, les déterminants de la spécialisation sont exogènes. Ils sont d'ordre naturel ou tombés du ciel. En revanche, pour les théories contemporaines, ce sont des déterminants endogènes. Les innovations et la taille des marchés ont un rôle central. Ces théories vont aussi répondre de manière différente à une question. La spécialisation est-elle subie ou construite? Pour les théories traditionnelles, la spécialisation est subie. Les États vont s'adapter passivement à des déterminants de la spécialisation qu'ils ne maîtrisent pas. En revanche, pour les théories contemporaines, la spécialisation est construite. Les États mettent en place des institutions propices à la spécialisation, des politiques volontaristes. Ceci va les conduire à des tensions d'avantages comparatifs. Ensuite, la réponse va être différente pour une autre question. La spécialisation est-elle figée ou évolutive? Pour les théories traditionnelles, la spécialisation est figée. Les pays ne changent pas au cours du temps de spécialisation. Il y a donc une conception statique de la spécialisation. En revanche, pour les théories contemporaines, la spécialisation est évolutive. Les pays peuvent changer de spécialisation au cours du temps. On a alors une conception dynamique de la spécialisation. Ensuite, les rendements d'échelle sont différents dans les deux types de théories. Pour les théories traditionnelles, les rendements sont constants, alors que pour les théories contemporaines, les rendements sont croissants. Les pays qui échangent sont aussi différents. Pour les théories traditionnelles, les pays sont complémentaires. Ils sont spécialisés sur des productions différentes car ils ont des dotations factorielles différentes. En revanche, pour les théories contemporaines, les pays qui échangent sont similaires, que ce soit en termes de niveau de développement ou de structure de la demande. Le type d'échange est aussi différent. Pour les théories traditionnelles, ce sont des échanges interbranches dans le cadre de la division internationale traditionnelle du travail. Ainsi, les échanges sont des produits manufacturés fabriqués par les pays du Nord contre des matières premières des pays du Sud. Pour les théories contemporaines, les échanges sont d'abord intrabranches entre pays similaires, puis interbranches dans le cadre de la nouvelle DIT. Quelles sont les caractéristiques actuelles des échanges? Est-ce que ce sont des échanges intra- ou interzones? Contrairement à ce qu'affirmaient les théories traditionnelles des échanges internationaux, aujourd'hui, les échanges sont majoritairement intrazones. Ce sont des échanges internationaux qui s'opèrent à l'intérieur de zones économiques, entre des pays ayant des caractéristiques proches. En revanche, les échanges interzones sont minoritaires. Ce sont des échanges entre des zones géographiques différentes. Les échanges sont-ils interbranches ou intrabranches? Jusqu'au milieu du XXe siècle, les échanges interbranches étaient dominants. Une branche est l'ensemble des établissements ou unités de production qui produisent le même bien ou service. Ainsi, le commerce interbranche est un commerce entre branches différentes, par exemple du pétrole contre les voitures. Ce commerce repose sur la complémentarité des économies, puisqu'il se fait entre pays de niveaux de développement différents. Depuis les années 50, les échanges intrabranches vont se développer. Un commerce intrabranche est un commerce qui se fait à l'intérieur de la branche. Cependant, les produits vont se distinguer par leur utilisation, leur niveau de technologie, leur marque ou leur qualité. On distingue alors un commerce horizontal de produits similaires, des biens de même qualité et de même ordre de prix sont échangés, un commerce vertical de produits différenciés. Ici, on échange des produits qui se différencient par leur qualité et par leur prix.
Et enfin, une spécialisation verticale de la production. Ici, les échanges sont opérés à différents stades de la production. On échange des produits finis contre des produits intermédiaires. Ainsi, les échanges intrabranches sont des échanges de similarité entre des pays au niveau de développement similaire. Comment expliquer le développement de ce type d'échange? Les premiers grands types d'explications sont des analyses de la demande. Elles vont expliquer le développement du commerce intrazone et intrabranche. Première analyse de la demande représentative de Linder. Linder va partir d'un constat. Le commerce se développe entre des pays qui n'ont pas de différence significative dans leur dotation factorielle. Cependant, il ne rejette pas la notion d'avantage comparatif, mais il en donne une autre origine. C'est l'importance de la demande interne du produit exporté. Ainsi, quand la demande d'un produit est forte dans un pays, il y a une forte incitation à la production de ce bien et à l'innovation. La production augmente donc, ce qui génère des économies d'échelle. Les coûts de production peuvent alors baisser, ce qui entraîne une baisse des prix. Dans un premier temps, le bien va être lancé par l'entreprise sur le marché intérieur. Ainsi, cette entreprise va avoir un avantage comparatif dû au fait d'être partie la première et aux économies d'échelle. L'entreprise peut alors exporter le bien et elle va l'exporter vers des pays susceptibles de consommer, c'est-à-dire des pays qui ont des niveaux de salaire comparables et qui ont des facteurs de production comparables. Autre analyse de la demande qui explique l'échange international, la demande de différence de l'aciérie du chêne. Il opère une synthèse des logiques de similarité et de disparité. En effet, si tout est semblable, il est inutile d'échanger. Il faut donc qu'il y ait une différence. Ainsi, les produits ne vont pas être rigoureusement identiques. Il va y avoir une différenciation verticale. La qualité du produit et l'image de marque sont différentes, mais aussi une différenciation horizontale. C'est la variété des caractéristiques d'un produit à qualité identique, l'emballage, la couleur. Ainsi, un bien exportable dans un pays va être banalisé. Et donc, il va y avoir une demande d'importation d'un bien différencié qui s'explique par la volonté des consommateurs de se différencier. C'est la logique d'exotisme de l'aciérie du chêne. Dans ces conditions, ces échanges vont se faire entre pays de niveau de vie élevé. Les analyses de l'offre vont aussi expliquer le développement du commerce intrabranche. La première est l'analyse de Robert Vernon sur le cycle de vie du produit. C'est une analyse dynamique de l'échange international. En effet, selon Vernon, tout produit connaît un cycle de vie avec 4 phases. La première est le démarrage. Le produit est lancé. Comme il est peu connu, les ventes sont limitées et les profits sont souvent négatifs car il a demandé des coûts de production importants, notamment d'innovation. Deuxième phase, c'est la croissance. Elle est exponentielle, le produit se diffuse, les ventes augmentent rapidement ainsi que les profits. La troisième période est le ralentissement. Le produit commence à être banalisé, les ventes n'augmentent plus, ainsi que les profits. Enfin, la dernière phase est le déclin. C'est un produit obsolète, les ventes diminuent, ainsi que les profits qui peuvent même devenir négatifs. Cette analyse va être à l'origine du transfert international des activités. En effet, selon la place dans le cycle de vie du produit, des flux d'échanges entre pays vont se nouer. Ainsi, Vernon distingue 3 types de pays. Le pays leader au sommet de la hiérarchie technologique, les États-Unis dans les années 50. Les pays suiveurs précoces, ce sont les pays européens dans les années 50. Et enfin, les pays imitateurs tardifs, les pays en développement. Dans un premier temps, le bien va être produit et consommé uniquement dans le pays leader, puis il va être exporté vers les pays avancés. Ainsi, les exportations des États-Unis augmentent, leur balance commerciale est excédentaire, mais les importations des pays avancés augmentent, eux ont une balance commerciale déficitaire. Ensuite, le bien va être exporté vers le reste du monde, qui vont aussi connaître une balance commerciale déficitaire. Dans un deuxième temps, les pays avancés vont commencer à produire puis à exporter. Ainsi, leurs exportations augmentent.
leur balance commerciale devient excédentaire. Le reste du monde commence à importer le produit, leur balance commerciale reste déficitaire. Et le pays leader va perdre des parts de marché et ses exportations vont baisser. Enfin, troisième phase. Le pays innovateur et leader abandonne la production et va maintenant importer. Ainsi, sa balance commerciale va devenir déficitaire. En revanche, le reste du monde va exporter le produit, sa balance commerciale devient excédentaire. Deuxième analyse de l'offre qui explique l'échange international, ce sont les rendements croissants. C'est une explication endogène à la spécialisation internationale. En effet, les économies d'échelle vont contribuer à expliquer la spécialisation. Ainsi, deux pays semblables en tout point, au niveau technique, aux dotations factorielles, vont donc avoir des coûts comparatifs identiques. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à l'échange. Cependant, les rendements croissants vont montrer que, dans ce cas, il y a quand même un intérêt à la spécialisation. En effet, en cas de rendement croissant, la spécialisation permet d'augmenter la production et donc d'obtenir des gains de productivité qui permettent d'avoir des avantages comparatifs. Ainsi, dans les analyses traditionnelles de l'échange, ce sont les avantages comparatifs qui sont à l'origine de la spécialisation et donc de l'échange international. En revanche, dans l'analyse des rendements croissants, c'est l'échange international qui est à l'origine de la spécialisation, qui est à l'origine des économies d'échelle et donc des avantages comparatifs.